Vous ne pouvez pas imaginer ce que cela fait de sentir la mort s'infiltrer lentement dans votre corps. Et tout cela pendant que votre propre fils ferme la porte d'une chambre froide sans se retourner. Le froid qui pénètre jusqu'à la moelle n'est pas le plus terrible. Le pire, c'est d'avoir conscience que votre sang se fige dans vos veines pendant que vous entendez le rire de l'homme que vous avez porté 9 mois. Avez-vous déjà pensé à ce scénario ? Celui où l'enfant à qui vous avez donné la vie prépare méticuleusement la fin de la vôtre ? Moi, je n'ai pas eu à l'imaginer. Je l'ai vécu. Je m'appelle Félicie de la Rochefoucauld, j'ai 79 ans. J'habite à Valence, dans le sud de la France, mais je suis née à Grenoble. Aujourd'hui, je suis assise sur le perron de ma maison, les yeux fixés sur une glacière bleue en polystyrène que j'ai achetée la semaine dernière. Ça paraît absurde, n'est-ce pas ? Une vieille dame effrayée par une boîte isotherme. Mais à chaque fois que mon regard se pose dessus, mon cœur s'emballe et une sueur glacée descend le long de mon dos. Il y a des objets, des sons, des images qui vous hantent à jamais. Je vais vous raconter quelque chose que je n'ai encore jamais confié à voix haute. Et pendant que je parle, j'aimerais savoir qui écoute. Écrivez votre prénom et votre ville dans les commentaires. J'ai besoin de savoir jusqu'où cette histoire ira, parce que beaucoup refusent d'y croire. Certains disent que j'invente, que ce sont les délires d'une vieille folle. Mais j'ai les preuves. Et surtout, j'ai les cicatrices. Celles visibles. Et celles que je porte à l'intérieur. Ici, à Valence, tout le monde me connaît comme la patronne des supermarchés, de La Roche. Mon mari Gaston et moi avons bâti notre empire à la sueur du front, en partant de presque rien. Tout a commencé dans les années 60, avec une petite épicerie à Grenoble. On y vendait de tout, riz, lentilles, sucre, farine et un peu d'espoir. J'étais au comptoir dès l'aube, pendant que Gaston gérait les livraisons et négociait avec les fournisseurs. Petit à petit, on a grandi. On comptait chaque sou, chaque centime. Et puis sont arrivés les enfants, d'abord Célestin, puis Adèle, et enfin Victor. Célestin, dès ses premières années, montrait déjà un intérêt étonnant pour notre activité. Il collait à mes jupes, curieux de tout, fasciné par les balances, les tickets, les caisses. Il était vif, rapide, attentif. Je me souviens avoir dit un jour à Gaston, ce petit ira loin. Il y est allé, en effet, mais pas dans la direction que j'aurais espéré. Au fil des ans, notre petite épicerie s'est transformée en supérette, puis en supermarché. Et sans que je m'en rende compte, nous avions 5 établissements répartis dans toute la région. Tout cela, grâce au travail acharné, au dévouement quotidien. Je me levais à 5 heures, je ne dormais que quand je tombais de fatigue. Mais je ne me plaignais pas. C'était une belle vie. Une vie construite brique par brique. Gaston, mon compagnon de route pendant 52 ans, est mort brutalement il y a 5 ans. Une crise cardiaque. Il était au siège, en train de vérifier des tableaux comme chaque jour, quand il s'est écroulé, sans un mot. Quand Célestin est venu m'annoncer la nouvelle, je le savais déjà. J'avais ressenti comme un coup de couteau au cœur, 1 minute avant que le téléphone ne sonne. Quand on partage une vie entière avec quelqu'un, le corset, beaucoup pensaient que j'allais vendre. Madame de la Rochefoucauld, vous méritez le repos maintenant, disait-il. Comme si l'âge devait être une excuse pour s'effacer. J'avais 74 ans, l'esprit plus affûté que jamais. Je connaissais cette entreprise mieux que personne. Alors j'ai choisi de continuer. Pour moi, pour Gaston, pour notre histoire. Célestin m'a accompagné dans cette décision. Mon fils aîné, diplômé en gestion et en économie, était déjà directeur financier de la chaîne. Il était respecté, apprécié, marié à Élodie, père de Jean-Pierre et de Mary. « Maman, laisse-moi gérer les chiffres, repose-toi un peu », disait-il en souriant. Ce sourire qui me rappelait tant celui de Gaston. Et moi, aveugle d'amour, je l'ai cru. Les mois qui ont suivi la mort de Gaston ont été parmi les plus éprouvants de ma vie. Le chagrin, mêlé au poids de la responsabilité, me laissait épuisé à la fin de chaque journée. Heureusement, Célestin était là. Il s'occupait des chiffres,
des réunions, des fournisseurs. Moi, je restais au contact des clients, dans les rayons, là où j'aimais être. Je pensais que nous étions un duo équilibré. Mais j'ai commencé à remarquer des choses étranges. Des petits riens au départ. Des documents qu'il oubliait de me montrer. Des réunions annulées à la dernière minute. Des appels qu'il écourtait dès que j'entrais dans son bureau. Moi qui avais toujours cru en la loyauté familiale, je ne voulais pas voir ce que ces signes annonçaient. Je croyais encore que le lien du sang valait plus que tout. Et pourtant, ce fils à qui j'avais appris à rendre la monnaie me cachait déjà des secrets. Je me souviens d'un mardi précis. J'étais venu faire une visite surprise au dépôt principal. J'aimais passer de temps en temps, sans prévenir, pour voir de mes propres yeux comment ça tournait. Célestin a insisté pour m'accompagner. Il prétendait s'inquiéter pour ma santé. Maman, ne te promène pas seule dans les zones de stockage, tu pourrais glisser. J'y ai vu une attention touchante, une marque d'affection. J'ai été bête. Alors que nous faisions le tour des rayonnages, il m'a dit qu'il y avait un souci dans la chambre froide. Le thermomètre donne des valeurs étranges, viens voir. Sans méfiance, j'ai suivi ses pas dans cette immense pièce glaciale où l'on stockait la viande et les produits surgelés. À peine avais-je mis un pied à l'intérieur que j'ai senti une poussée dans le dos. Je me suis retournée. Et là, j'ai vu son visage. Mais ce n'était pas celui de mon fils. C'était un masque dur, figé, les yeux vides d'émotion. Avant que je n'aie le temps de parler, la porte s'est refermée avec fracas. Un bruit sourd, métallique, qui continue encore aujourd'hui à résonner dans mes cauchemars. Le genre de son que l'on n'oublie jamais. Pas même les attentats, pas même les accidents. Rien n'égale le bruit de la trahison. J'ai d'abord cru à une erreur. J'ai frappé à la porte. J'ai crié son nom. J'ai appelé à l'aide. Mais très vite, j'ai compris. Quand j'ai entendu sa voix, à peine audible derrière le métal épais. Pardonne-moi, maman. Ce sera rapide, je te le promets. Puis, plus rien. Seulement le silence. Et le froid. Un froid mordant, cruel, qui s'insinuait jusque dans mes os. Je n'avais qu'un chemisier léger, aucune protection. Mes doigts ont commencé à picoter, mes lèvres à gercer. Je ne sais pas combien de temps j'ai passé à cogner contre la porte. Des minutes, des heures, mon esprit s'est embrouillé. Je me suis mise à réciter les chiffres des ventes, à revoir les stocks dans ma tête, n'importe quoi pour ne pas sombrer. Mais la réalité, elle, ne me lâchait pas. Mon propre fils essayait de me faire disparaître. Et je n'avais pas la moindre idée du pourquoi. Que avais-je pu faire pour mériter ça? Je serrais les dents, luttant contre l'engourdissement. Mes pensées devenaient plus lentes, mes paupières lourdes. Puis les hallucinations sont venues. J'ai vu Gaston. J'ai vu mes enfants courir dans les allées du magazine. J'ai vu ma mère, assise dans un coin, tricotant calmement. C'était beau, tellement réel. Mais je savais ce que cela signifiait. Je me rapprochais de la fin. J'étais sur le point de quitter ce monde dans une boîte en acier, seule, abandonnée. Puis j'ai entendu un bruit. Faible, presque imperceptible. La lumière s'est allumée, une voix a crié. C'était Angélique, notre femme de ménage. Elle avait entendu un gémissement alors qu'elle passait avec son chariot. Par miracle, elle a ouvert la porte. Je n'ai que des souvenirs flous de ce qui a suivi. Des cris, des sirènes, des visages penchés au-dessus de moi. Je me souviens d'un médecin disant que ma température corporelle était descendue à 28 degrés. Je me souviens du regard paniqué de Célestin à l'hôpital quand il m'a vue, vivante. Quand j'ai ouvert les yeux, la lumière blanche des néons m'a aveuglée. J'étais allongée dans une chambre stérile, reliée à des machines qui bipaient à intervalles réguliers. Une couverture chauffante me recouvrait jusqu'au menton. Ma peau était pâle, mes lèvres fendillées, mes doigts bandés. À côté de moi, il y avait Célestin. Assis bien droit, costume impeccable, les yeux rougis. Il avait cette expression étudiée, mélange d'inquiétude et de soulagement. « Maman, tu m'as fait une de ces peurs », a-t-il murmuré en prenant ma main.
Sa voix tremblait juste assez pour paraître sincère. Je l'ai regardé sans dire un mot. À ce moment-là, j'étais trop faible pour penser clairement. Mais une part de moi avait déjà compris. Il a raconté au médecin qu'il avait trouvé la porte de la chambre froide mal fermée. Qu'il avait immédiatement alerté le personnel. Qu'il s'agissait probablement d'un incident technique. Il a répété cette version à tous ceux qui voulaient bien l'entendre. Et tout le monde l'a cru. Après tout, qui irait soupçonner un fils aimant? J'ai passé 3 semaines à l'hôpital. Pendant ce temps, Célestin a pris les commandes de l'entreprise sans que personne ne le conteste. Il signait les contrats. Il présidait les réunions. Il prenait des décisions stratégiques comme s'il avait toujours été le patron. Quand je suis rentrée à la maison, tout avait changé. Les bureaux avaient été réaménagés. Ma chaise habituelle dans la salle de réunion avait disparu. On a optimisé l'espace, m'a-t-il dit avec ce sourire poli qui me glaçait désormais le sang. Je me suis efforcée de reprendre ma place. Je suis allée au siège tous les matins, comme je l'avais toujours fait. Mais je n'étais plus la maîtresse de maison. J'étais devenue une invitée. Les employés me regardaient avec une compassion gênée. Certains baissaient les yeux quand je passais dans les couloirs, d'autres évitaient de me parler. J'ai commencé à recevoir moins de documents. Certains comptes me parvenaient avec des semaines de retard. Quand je posais des questions, on me répondait vaguement. Célestin a déjà validé, madame. Ou pire, ce n'est plus de votre ressort. Cette phrase-là, je ne l'oublierai jamais. Ce n'est plus de votre ressort. Après 50 ans de travail, après avoir tout donné, même mes meilleures années, je n'étais plus qu'une vieille femme qu'on tolérait par habitude. Je savais que je devais rester prudente. Je n'avais aucune preuve de ce qu'il avait fait dans la chambre froide. Et s'il avait été capable d'aller jusque-là une fois, que ferait-il si je le confrontais? Alors j'ai observé, silencieusement, chaque détail, chaque changement. J'ai commencé à garder des copies de tout ce que je pouvais. À noter des noms, des dates, des décisions. Je souriais en façade. Mais à l'intérieur, je me préparais. Je ne savais pas encore à quoi. Mais je sentais que la bataille n'était pas terminée. Elle ne faisait que commencer. Au fil des semaines, ma vigilance s'est affinée. Chaque fois que Célestin me croyait absente, je restais dans l'ombre. J'écoutais derrière les portes entr'ouvertes. Je feuilletais les dossiers oubliés dans les imprimantes. Je fouillais dans les archives électroniques avec les accès que j'avais gardés en secret. Ce que j'ai découvert m'a glacé le sang bien plus que la chambre froide. Célestin avait mis en place une restructuration silencieuse de l'entreprise. Des transferts de fonds passaient par des sociétés écrans domiciliées au Luxembourg et aux îles Vierges britanniques. Des parts de nos magasins étaient cédées à des holdings dont les noms m'étaient totalement inconnus. Sur le papier, tout paraissait légal. Mais en réalité, il déplaçait pierre après pierre l'édifice que Gaston et moi avions construit. Jusqu'à ce qu'il n'en reste plus rien à mon nom. Un après-midi, alors que je feuilletais un classeur dans la salle d'archives, j'ai trouvé un document oublié entre 2 bilans. C'était une procuration. Un pouvoir général, me retirant tout droit de décision sur les actifs de la société. Le plus terrible, c'est qu'au bas de la page, il y avait ma signature. Ou plutôt, une imitation parfaite. Je suis resté figé plusieurs minutes. J'ai relu la date encore et encore. C'était signé 2 semaines avant l'incident de la chambre froide. Il avait tout prévu. Je n'avais pas seulement été une gêne. J'avais été un obstacle éliminé. Et maintenant, j'étais devenu juridiquement invisible dans ma propre maison. J'ai consulté discrètement un notaire de confiance. Il m'a expliqué que les papiers avaient été validés en bonne et due forme. Que les signatures avaient été authentifiées par un tiers. Que le transfert des pouvoirs était déjà enregistré. Si vous voulez contester, madame, il vous faudra des preuves solides, m'a-t-il dit en baissant les yeux. Je suis sorti de son bureau avec une rage froide que je n'avais jamais ressentie auparavant. Ce n'était plus seulement une trahison. C'était une dépossession méticuleuse, méthodique, calculée.
Et tout cela orchestré par l'enfant que j'avais nourri, éduqué, protégé. Je ne pouvais rien dire ouvertement. Chaque mot aurait été retourné contre moi. Alors j'ai continué à avancer masqué. Je notais tout dans un carnet que je cachais dans la doublure de ma veste. Je recopiais des documents la nuit, quand tout le monde dormait. Je photographiais les contrats avec un vieux téléphone que personne ne pensait que j'utilisais encore. Je savais qu'un jour, ces pièces serviraient. Mais je ne m'attendais pas à ce que la suite vienne si vite. Un matin d'hiver, alors que je buvais mon café sur la terrasse, j'ai reçu une lettre recommandée. Un pli épais, au logo de notre propre entreprise. À l'intérieur, une notification. Mon poste de présidente du conseil d'administration était révoqué. Effectif immédiatement. Ma présence aux réunions était désormais considérée comme non autorisée. Et surtout, on me demandait de libérer mon bureau sous 48 heures. Célestin avait convoqué une assemblée exceptionnelle avec les autres actionnaires. Il avait voté ma destitution sans même me prévenir. Et grâce à la procuration falsifiée, il avait tous les droits. Je me suis assise lentement. J'ai posé la lettre sur la table. Le vent frais du matin s'est engouffré dans la pièce. Et j'ai compris. La guerre était ouverte. Mais elle ne se jouerait pas dans les bureaux. Elle se jouerait dans l'ombre. À partir de ce matin-là, quelque chose en moi s'est transformé. Je n'étais plus cette mère blessée qui espérait encore une réconciliation. J'étais une femme trahie, mais lucide. Et je savais que la seule manière de reprendre ce qui m'appartenait, c'était d'être plus patiente et plus maligne que lui. La première étape a été de sécuriser mes arrières. J'ai déplacé une partie de mes économies sur un compte dont personne n'avait connaissance. C'était l'argent que Gaston et moi avions mis de côté bien avant que l'entreprise ne prospère. Un vieux livret oublié dans une banque de province. Je l'ai réactivé en silence. Ensuite, j'ai contacté discrètement un ancien avocat fiscaliste que j'avais connu dans les années 80. Un homme à la retraite, vivant désormais dans une petite maison à la campagne. Il m'a reçu dans sa cuisine, autour d'un thé fumant. Je lui ai tout raconté. La procuration falsifiée. La tentative dans la chambre froide. La prise de contrôle progressive. Il m'a écouté sans m'interrompre. Puis il a hoché la tête lentement. « Vous ne pourrez pas l'affronter frontalement », a-t-il dit calmement. « Mais vous pouvez lui tendre un piège légal. » Ces mots ont résonné en moi. Pendant des semaines, nous avons travaillé dans le plus grand secret. Il m'a appris à constituer un dossier solide, à recouper les signatures, à analyser les flux financiers dissimulés derrière les sociétés offshore. Nous avons découvert que certaines transactions, bien qu'habillées de légalité, comportaient des vices de procédure flagrants. Des montants avaient été transférés à des entités inexistantes au moment des signatures. Des dates ne coïncidaient pas. Des signatures d'intermédiaires avaient été apposées après coup. Tout cela constituait une toile d'araignée fragile, prête à s'effondrer si on tirait au bon endroit. Pendant ce temps, je continuais à jouer le rôle de la vieille mère fatiguée. Je venais aux réunions comme si de rien n'était. Je souriais aux employés. Je faisais semblant de ne pas comprendre les chiffres. Je lui donnais exactement l'image qu'il voulait voir. Une femme affaiblie, dépassée, inoffensive. Et plus il me croyait docile, plus il se relâchait. Un soir, alors que tout le monde était parti, je suis resté au siège. Je connaissais encore le code de la salle des archives numériques. Là, dans un dossier mal protégé, j'ai trouvé ce que je cherchais. Un ensemble de contrats internes reliant directement Célestin à une société fictive à Dubaï. Les signatures portaient sa main. Les montants dépassaient plusieurs millions. C'était la pièce manquante. La preuve qui reliait ces manœuvres financières à une intention personnelle d'enrichissement. J'ai imprimé tout cela, soigneusement. Et je les ai rangés dans une boîte métallique que j'ai enterrée dans le jardin, derrière les rosiers de Gaston. Un endroit que seul moi connaissais. Je savais que le moment n'était pas encore venu. Mais il approchait. Je pouvais le sentir. Comme avant une tempête. Le ciel est encore bleu, mais l'air change imperceptiblement.
Et celui qui ne prête pas attention se fait emporter. Je ne sais pas exactement à quel moment Célestin a commencé à se méfier. Mais un jour, j'ai senti un changement dans son regard. Il n'y avait plus cette condescendance tranquille. Il me scrutait, comme on observe un animal blessé qu'on pensait dompter, mais qui montre encore les crocs. Il a d'abord augmenté les mesures de sécurité. De nouvelles caméras ont été installées dans les couloirs du siège. Les codes des portes ont été changés, sans que je sois informé. Quand j'ai posé la question à l'accueil, on m'a répondu que c'était la procédure. Je n'ai rien dit. Mais j'ai compris. Il savait que je fouillais. Et il cherchait à fermer les issues, une à une. Peu après, une femme que j'avais engagée discrètement pour faire quelques vérifications m'a appelé en pleurs. Quelqu'un avait tenté de la faire passer pour une voleuse au sein d'une autre société. Elle avait été humiliée en public. Elle a raccroché sans que je puisse la calmer. Ce jour-là, j'ai senti que la partie devenait dangereuse. Ce n'était plus un simple conflit familial. C'était une guerre de territoire. Une guerre où chaque faux pas pouvait être fatal. J'ai renforcé ma discrétion. Je ne consultais plus rien depuis mon domicile. Je marchais pour passer des appels importants, dans des rues différentes à chaque fois. J'écrivais mes notes sur du papier que je brûlais ensuite dans la cheminée. Pendant ce temps, Célestin devenait de plus en plus nerveux. Il commettait des erreurs. Lors d'une réunion du conseil, il a confondu deux noms de sociétés fictives. Un membre du comité, un vieux monsieur que je connaissais depuis 30 ans, m'a lancé un regard furtif. Il comprenait, lui aussi, qu'il se passait quelque chose. Puis, un matin, Célestin m'a invité à déjeuner. Il a choisi un restaurant chic, en centre-ville, avec des nappes blanches et des couverts argentés. Il a commandé une bouteille de vin hors de prix. Il m'a servi avec précaution. Et il m'a souri. Maman, tu sais que je t'aime. C'était la première fois qu'il prononçait ces mots depuis peut-être 20 ans. Je n'ai pas répondu. J'ai planté ma fourchette dans une tranche de veau tiède. Alors il a continué. Je pense que tu devrais te retirer définitivement. Tu pourrais voyager, écrire tes mémoires, profiter de ta retraite. Il m'a regardé droit dans les yeux. Et j'ai compris. Ce n'était pas une invitation. C'était un ultimatum voilé. Je l'ai remercié pour son souci. Et j'ai bu lentement une gorgée de vin. Il pensait me faire peur. Mais il oubliait une chose. Moi aussi, j'avais du sang de stratège. Moi aussi, j'avais survécu à des hivers plus durs que ces petites menaces voilées. En rentrant chez moi ce soir-là, j'ai su que l'heure approchait. L'heure d'ouvrir la boîte métallique sous les rosiers. L'heure de réveiller les fantômes qu'il croyait enterrés. Je n'avais plus rien à perdre. Et lui, il avait tout à cacher. Le lendemain matin, j'ai mis un tailleur sombre, noué un foulard autour de mon cou et pris le bus de 7h45. Je me suis rendu au palais de justice de Valence. J'avais un sac en cuir usé, contenant une clé USB, quelques originaux papiers, et une lettre manuscrite. À l'accueil, j'ai demandé à voir le procureur en charge des affaires financières. On m'a d'abord demandé si j'avais rendez-vous. J'ai répondu non. Mais j'ai ajouté une phrase qui a changé leur attitude. Je suis la fondatrice des supermarchés de La Roche. Et j'ai des preuves de fraude à plusieurs millions d'euros. Quelques coups de téléphone plus tard, une porte s'est ouverte. On m'a introduite dans un bureau sobre. Un jeune magistrat m'a accueilli avec professionnalisme, mais une lueur de scepticisme dans le regard. Je lui ai tendu la clé. Puis j'ai parlé. Pendant 1 heure. Sans m'arrêter. Je lui ai raconté la montée de l'empire familial. La chambre froide. Les papiers falsifiés. Les sociétés offshore. Les intimidations. Les transferts suspects. Et les contrats signés dans l'ombre. Quand j'ai fini, il n'y avait plus de scepticisme dans ses yeux. Il m'a demandé s'il pouvait garder les documents. Je lui ai répondu, faites-en autant de copies que vous voulez. Mais gardez-les loin de mon fils. Dans les semaines qui ont suivi, tout s'est accéléré. Une enquête préliminaire a été ouverte dans la plus grande discrétion. Des convocations ont été envoyées.
Des perquisitions ont eu lieu dans 2 des filiales de l'entreprise. Puis un article est paru dans la presse locale. Une figure du commerce valentinois soupçonnée de détournement massif. Le nom de Célestin n'était pas mentionné. Mais ceux qui savaient, savaient. Le téléphone a sonné toute la journée chez moi. Des journalistes, des anciens employés, des voisines. Certains disaient que je salissais ma propre famille. D'autres murmuraient enfin des choses qu'ils n'osaient dire depuis longtemps. Moi, je restais silencieuse. Je savais que l'essentiel n'était pas encore arrivé. Une semaine plus tard, un huissier est venu frapper à la porte de mon ancien bureau. Il portait une ordonnance du juge. Gel des comptes. Interdiction de sortie du territoire. Contrôle judiciaire immédiat. Célestin a nié. Bien sûr qu'il a nié. Il a affirmé que j'étais confuse. Que j'étais victime de paranoïa. Qu'il avait tout fait pour mon bien. Mais les papiers parlaient. Les montants, les signatures, les fausses sociétés. Tout était là. Imprimé noir sur blanc. Indiscutable. Et ce qu'il a achevé, c'est une erreur stupide. Un mail non supprimé, retrouvé dans une corbeille numérique, dans lequel il écrivait un associé, elle est plus coriace que prévu. Il va falloir passer à l'étape suivante. Cette phrase a été citée dans le dossier d'accusation. Elle a scellé sa chute. Le procès n'a pas eu lieu tout de suite. La justice prend son temps, surtout quand les sommes en jeu sont importantes. Mais les décisions tombent les unes après les autres. Les juges ont reconnu les falsifications. Ils ont annulé la procuration litigieuse. Ils m'ont rétabli dans mes droits d'administratrice. Et plus encore, ils ont ordonné un audit complet des comptes. Quand le rapport est tombé, même les plus sceptiques ont baissé les yeux. Célestin avait vidé plus de 4 millions d'euros en 5 ans. Il avait acheté un appartement à Marbella, une villa à l'île Maurice, et même une montre suisse à 100 000 euros. Avec l'argent des rayons, des caisses, des clients. Avec mon travail. Avec celui de Gaston. Et moi, je buvais du café instantané en regardant mes rosiers faînés. C'est une image que je n'oublierai jamais. Le conseil d'administration s'est réuni en urgence. Ils ont voté à l'unanimité l'exclusion de Célestin de toute fonction décisionnelle. Il a quitté le siège sous escorte, sans un mot. Je ne l'ai plus revu depuis ce jour-là. Il ne m'a pas appelé. Il ne s'est pas excusé. Il n'a même pas tenté de nier devant moi. Et peut-être que c'est mieux ainsi. L'entreprise a survécu. J'ai nommé une nouvelle équipe. Des jeunes, passionnés, compétents. Des gens qui savent ce que « valeur familiale » veut dire. Moi, je n'ai pas repris les rênes au quotidien. Je suis restée dans l'ombre, comme une gardienne. Je passe encore au siège une fois par semaine. Je serre des mains. Je souris. Je vérifie les bilans. Mais je n'ai plus besoin d'être partout. Car j'ai compris que le plus important, ce n'était pas de tenir les comptes. C'était de tenir debout. Aujourd'hui, je suis sur ma terrasse. Le vent est doux. Les rosiers refleurissent. Et la vieille glacière bleue repose dans le débarras. Je la garde. Comme un rappel. Que même quand tout semble figé, même quand le sang se glace, il reste un feu quelque part. Un feu qu'il suffit de raviver. Alors si un jour votre propre chair devient votre ennemi. Si le mensonge se glisse dans votre maison. Si on vous pousse dans le froid en pensant que vous ne reviendrez pas, souvenez-vous, on peut survivre à tous tant qu'on n'oublie pas qui on est. Moi, je m'appelle Félicie de la Rochefoucauld. Et je suis toujours là.